are you, please? I am a dodo. How do you do? My name is Alice. And you are very wet. I'm afraid I am, but there isn't much I can do about getting dry. History is the driest thing I know. Shall we dry you with history? I'd be much obliged if you could. Listen well. Edwin and Morcar, the Earls of Mercia and Northumbria, found it advisable to go with Edgar Atheling to meet William and offer him the crown. William's conduct at first was moderate, but the insolence of his Normans... How are you getting on, my dear? Beautifully, thank you. Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast qui vous raconte 24 mensonges par seconde. Dans cet épisode, je reçois Sébastien Guéraud, auteur incontournable dans le joyeux petit monde de la cinéphilie bis, puisqu'il a signé le livre de référence sur Joe D'Amato, le réalisateur fantôme publié chez Rouge Profond, et un ouvrage somme sur le genre sulfureux du Mondo, avec la complicité d'un autre invité de Bizarroïde, Maxime Lachaud, Mondo Movies, reflet dans un œil mort, publié chez Potemkin Éditions. Entre le cinéma d'horreur, le giallo et l'érotisme, je savais que Sébastien pouvait nous concocter une programmation des plus bizarroïdes, en piochant dans les films les plus déviants du bis italien. Mais c'était sans compter sur le travail de romancier de mon invité, publié notamment chez Rivière Blanche et aux éditions Sabine Fournier, qui a déplacé notre conversation vers d'autres territoires obscurs et d'autres étrangetés du 7e art. There is a looking glass house. First is the room you can see through the glass. That's just the same as our sitting room, only the things go the other way. You'd love living there. But of course I don't know whether looking glass milk is good to drink. Well, anyway, then we would come to the hallway. It is very like our own hallway, as far as you can see. Only it may be quite different beyond that. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Je vais dévoiler les coulisses de cet épisode si tu veux bien. On a échangé sur pas mal de films pour savoir lesquels tu avais envie de partager avec nos auditeurs et nos auditrices. On a fini par se mettre d'accord autour de 3 catégories de films, on peut dire, qui te tiennent à cœur. Un giallo, bon ça c'était indispensable, tu n'as pas mis très longtemps avant de me convaincre. Un film qui parle du travail de l'écrivain, du processus de création autour de l'écriture de fiction, on peut dire. Et un film qui évoque le conte, le format du conte, le registre du conte, et notamment la figure d'Alice, Alice au Pays des Merveilles. Et justement, on va commencer avec Alice au Pays des Merveilles, réalisé par Norman Z. MacLeod, sorti en 1933. Alors comme son nom l'indique, c'est une adaptation du livre de Lewis Carroll, plus précisément des livres de Lewis Carroll, parce que j'ai l'impression que se mêlent des éléments de Alice au Pays des Merveilles, qui est daté de 1868, et de l'autre côté du miroir, qui a été publié en 1871. Donc 2 œuvres incontournables de la littérature anglo-saxonne. La littérature pour enfants, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, on va y revenir. Mais tu vas peut-être quand même nous faire un pitch de cette adaptation, histoire qu'on révise ensemble nos classiques. Alors, Alice au Pays des Merveilles est une adaptation du roman de Lewis Carroll, donc on va parler du bouquin parce qu'on peut pas vraiment passer à côté. La question à 20 €, c'était quelle version choisir, puisqu'il y en a eu plein. Et quand je dis vraiment plein, c'est qu'on peut même plus les compter. C'est-à-dire qu'il y a réellement des courts, des moyens métrages, des films d'animation, des films en live, etc. Donc moi j'avais choisi celui-là pour tas de raisons que j'expliciterai un petit peu plus tard. Alors pitcher Alice au Pays des Merveilles, on peut simplement rappeler que le scénario du film en fait compile des éléments piochés dans Alice au Pays des Merveilles, le roman originel, et de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, c'était une suite de Alice au Pays des Merveilles qui s'appelait dans la version originelle Alice sous la Terre, Alice Adventures in Underground. Et donc le film, comme beaucoup d'adaptations qui suivront d'ailleurs, considère en fait l'œuvre de Carroll comme une sorte d'énorme mine comme ça de situations et de personnages qu'on va compiler pour en faire un scénario. Donc en fait, dans celui-là, le film commence avec Alice qui est dans son salon et qui va passer de l'autre côté du miroir. Donc on commence le film par le début de la suite et ensuite on arrive dans le jardin avec le lapin qui court et on rentre dans le fameux rabbit hole. Et c'est à partir de là où le scénario du film raccroche des éléments chronologiques qui viennent plus précisément du Alice originel. Donc on va trouver les personnages de Humpty Dumpty, on va trouver les personnages de la tortue, il y a le chapelier fou, l'incontournable chapelier fou, la reine de cœur, tous les personnages en fait que je présuppose que les auditeurs
auditeurs ont vu au moins l'adaptation de Disney, qui est la plus courante et la plus visible. Donc tous ces personnages-là, on peut dire qu'on les connaît plus ou moins par cœur. Et c'est pas un spoil de dire comment ça a fini, puisqu'évidemment, Alice rentre dans un monde de plus en plus disloqué, elle arrive dans un monde qui est de plus en plus déconstruit, jusqu'au moment où ça devient un chaos indescriptible, et elle se réveille en sursaut, et elle reprend sa vie. Donc il y a réellement, je dirais, un respect assez scolaire, je dirais, de l'œuvre de Carroll, qui a toujours imposé dans la culture populaire, je dirais, une sorte de... Le livre de Carroll fait réellement office de pilier culturel. Il a influencé un nombre faramineux d'artistes, graphistes, musiciens, plasticiens, cinéastes, romanciers, dont je fais partie d'ailleurs, puisque j'ai moi-même été sous influence de Lewis Carroll et j'en ai fait ma propre version. Donc c'est vrai que c'est une œuvre qui est une sorte de buvard culturel. C'est pour ça qu'elle me fascine autant, c'est qu'elle est citée même par des gens qui ne l'ont pas lue. On peut s'étonner effectivement qu'une œuvre aussi anglaise et aussi typique de son langage et de son esthétique, et à ce point était universelle dans le monde entier, au point qu'elle a influencé des auteurs américains, français, enfin, il y a réellement, Asiatique, je dirais, japonais aussi, Ils sont très japonais, branchés Alice au Pays des Merveilles, ben, complètement. Et ce qui est déconcertant, c'est comment un truc aussi anglais ait pu être universel dans le monde entier. C'est un ovni culturel, c'est un ovni qui dépasse de très très loin la personne de Carroll. On est très loin d'une vie et d'une œuvre. C'est réellement une œuvre qui a dépassé même le statut de son propre auteur. C'est un vrai mythe moderne. Alors c'est un film qui est produit par la Paramount et j'ai l'impression que la Paramount n'assume plus totalement le film aujourd'hui en 2026. Ils essaient régulièrement de cacher le film sous le tapis, j'ai l'impression, mais c'est un film qui ressurgit régulièrement sur internet via des réseaux alternatifs, contre-culturels de cinéphiles qui cherchent justement des films bizarroïdes, des films étranges, des films déviants, on peut dire. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que, comme tu l'as dit, le film se base sur les écrits de Lewis Carroll, ça c'est sur le papier, mais une fois à l'image, l'univers loufoque de Lewis Carroll, ça crée des représentations qui sont très étranges et assez dérangeantes. Hein. Tout à fait, parce qu'en fait, alors le film est de 1933, c'est pas la première adaptation de Alice, puisqu'encore une fois, il y a une ribambelle d'adaptations, courtes, moyennes, animation, pas animation. Il faut rappeler que un peu avant, il y avait eu une très très belle adaptation sous forme de court-métrage par Disney, c'était Alice Comedies, qui était une sorte d'adaptation parallèle avec une petite fille qui se perd dans un monde de dessins animés. Le lien avec Carroll était quand même assez plus lointain que ça, mais il y avait quand même une ref à Lewis Carroll via le travail de Disney. Et là, c'est la Paramount qui veut vraiment mettre les petits plats dans les grands. Donc, ils embauchent Norman Jean McLeod, qui avait fait des films avec les Marx Brothers. Il y a Joseph Mankiewicz, qui est au scénario. Ouais. Il y a William Cameron Menzies, qui est co-scénariste. Alors qu'en fait, lui, il est plutôt décorateur, mais c'est un spécialiste des effets spéciaux. Et on imagine que le scénariste a dû lui-même donner des indications sur la scénographie. Puis il y a des stars dedans. Il y a Cary Grant, il y a Gary Cooper. Il y a réellement une volonté de faire un film de prestige, très clairement, de la part de la Paramount, de faire un film à gros budget avec plein de décors, d'effets spéciaux, ceci, cela. On n'est pas du tout dans une adaptation underground, on est dans quelque chose qui se veut un gros film de prestige. Et curieusement, comme ça peut des fois arriver, le film va totalement dévier de son point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas été un gros succès pour une raison très simple, c'est que si on s'en tient à ce que j'ai entendu dire, en tout cas des réactions de l'époque, le film a été trouvé trop angoissant. Il y avait une sorte d'imagerie comme ça, assez flippante, assez angoissante. Il faut dire aussi un petit peu pourquoi au spectateur, c'est que évidemment, le film, alors même s'il utilise une petite séquence en animation, est tourné en prise de vue réelle, donc avec des acteurs qui portent des costumes et qui les rendent méconnaissables. Là aussi, une part d'étrangeté vient du fait qu'on a pris des acteurs connus pour les rendre méconnaissables. Notamment, il y a Cary Grant qui joue le rôle de la tortue vache qui pleure, ce qui est peut-être un des rôles les plus décalés qu'il ait jamais tourné. Et de fil en aiguille, comme ça, on est face à des acteurs dans des costumes parfois assez grotesques, dont notamment il y a plusieurs personnages qui ont des bouches comme ça démesurées. Et quand ils ouvrent la bouche, on voit l'acteur qui parle, mais du coup, on a l'impression que les personnages ont mangé des gens, ce qui donne quelque chose d'extrêmement inquiétant. En fait, il y a un côté très anxiogène qui est involontaire de la part du studio. Je pense qu'il y a une volonté de faire une sorte de spectacle bon enfant, mais qui, en vertu ou malgré une sorte de déviance, je dirais, devient un spectacle assez inquiétant, assez anxiogène. Il y a aussi toute la scène, la fameuse scène où Alice rentre dans une maison, une scène très connue où elle rentre dans une maison avec un bébé qui hurle et on voit une sorte de matrone comme ça qui berce le bébé. Alors le bébé était joué par un acteur qui avait 9 ans, donc il n'était plus tout à fait un bébé, mais quand même, on a l'impression, le personnage est secoué dans tous les sens, on a l'impression de voir une scène limite de maltraitance. Il y a beaucoup de détails comme ça, inquiétants, je dirais, de détails déviants, qui font de ce spectacle, qui est par ailleurs très réussi,
en termes d'effets spéciaux, de scénographie. Il y a des vraies scènes poétiques. Il y a réellement des vraies réussites sur le plan du décor. La scène avec les huîtres en animation est absolument superbe. Et il y a vraiment des vraies beautés poétiques. Et à côté de ça, il y a d'authentiques déviances qui font que, en fait, aujourd'hui, le film a été récupéré par une certaine communauté d'amateurs de films, communauté essentiellement anglo-saxonne. On parle de films creepy. Et donc, c'est vrai qu'on a cette espèce d'amateurs comme ça de films qui vont aller vers des films qui prennent pas complètement au second degré, mais dont ils vont privilégier l'aspect involontairement horrifique. On peut citer par exemple le tout premier film de Tim Burton, Pee-wee's Big Adventure, Tout à qui fait. aussi bénéficie de cette je sais pas si c'est un bénéfice, mais il est aujourd'hui pris comme un spectacle déviant par des spectateurs qui voient un film pour enfants pour ces images anxiogènes. Oui, là, t'as cité des artistes et des œuvres des années 80. Et on peut imaginer que Jim Henson et Tim Burton aient déjà des références, des visions où une œuvre pour enfants, une œuvre enfantine, un univers enfantin peut tourner à quelque chose de glauque, peut tourner à quelque chose d'angoissant. Le rêve peut tourner au cauchemar, on va dire. Alors que là, en 1933, je pense pas que la génération de MacLeod ou de Mankiewicz qui est au scénario avait les mêmes références que les artistes des générations suivantes. C'est-à-dire que là, par exemple, t'as cité des noms prestigieux au générique du film. On a au maquillage Wally Westmore, c'est un grand maquilleur de l'époque à Hollywood. J'ai regardé ses principaux faits d'armes juste avant Alice au Pays des Merveilles. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Ruben Mamoulian et L'île du Dr. Moreau de Earl C. Kenton. C'est-à-dire que ses références à lui, ses précédents contrats où il a dû fournir un gros travail de maquillage, ce sont des films fantastiques, des films d'horreur. Ce sont des films qui s'adressent à un public averti, un public plutôt d'adultes, on va dire. Donc je me demande comment lui, il allait appréhender de travailler sur une œuvre qui doit s'adresser à un large public, y compris à un jeune public. Oui, et je pense qu'il y a eu une sorte d'inconscience, je dirais, de la part du studio, je dirais de la matière plastique, des effets spéciaux qu'ils demandaient. Il y a quelque chose de l'ordre du... Oui, ils n'avaient pas de référent. Il faudra parler aussi du lien avec Le Magicien d'Oz, parce que c'est quand même Oui. Le Magicien d'Oz qui est sorti 6 ans plus tard, et qui est le film qui a réussi, quelque part, le pari que Alice au Pays des Merveilles a magistralement raté, on peut dire. C'est-à-dire le fait de faire un spectacle réellement bon enfant à partir d'idées qui n'étaient pas forcément hyper probables, et de devenir le mythe américain. On peut dire que Le Magicien d'Oz est devenu l'équivalent américain, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est le film que tous les Américains citent comme le plus grand film de tous les temps, ce qui peut nous surprendre, nous Européens, parce qu'on n'aurait pas forcément cette référence-là comme film absolu de toute l'histoire du cinéma. En fait, on a l'impression qu'ils ont créé, quelque part cinématographiquement, leur Alice. Ils ont Ouais. leur Alice américaine, clairement. Oui, et puis avec quelque chose qui est plus adapté à la forme du cinéma, tu vois, c'est-à-dire Oui, c'est pas on prend le matériau et on voit ce que ça donne, et, ah effectivement ça fonctionne pas, les codes sont déplacés, les mots de Lewis Carroll, quand ça doit faire des images, ça fait des images cauchemardesques. Il y a quelque chose de plus adapté au média cinéma dans Le Magicien d'Oz. Tu vois, là, Alice au Pays des Merveilles, c'est en noir et blanc. Le Magicien d'Oz, il y a ce Technicolor absolument somptueux. Faut pas oublier que Le Magicien d'Oz, c'est pas un film qui commence en noir et blanc, c'est un film qui commence en Sépia. sépia. Mais après, on a ce Technicolor magnifique de la Cité d'Émeraude, des souliers de rubis, de la route de briques jaunes. On a le côté aussi comédie musicale, grand show musical, grande scénographie telle que Hollywood savait le faire à l'époque. Il y a des maquillages qui sont peut-être un peu plus peaufinés aussi dans Le Magicien d'Oz. Donc voilà, on sent que entre 33 et 39, il y a peut-être quelque chose qui effectivement s'est perfectionné et que là où Alice au Pays des Merveilles justement c'est un blockbuster bancal, malade, Le Magicien d'Oz c'est vraiment une démonstration du savoir-faire hollywoodien, de la mécanique hollywoodienne parfaitement huilée, du blockbuster américain dans toute sa splendeur. Oui, et ça a créé même un mythe populaire, hein. Aujourd'hui, les références dans la pop culture au Magicien d'Oz sont innombrables. Bon, David Lynch notamment s'y est référé 1000 fois. Et c'est vraiment une référence typiquement américaine. C'est-à-dire le fait qu'en Europe, on n'a pas forcément conscience de l'impact du Magicien d'Oz parce que c'est réellement quelque chose qui est typique de l'Amérique du Nord. Et c'est pour ça que Le Magicien d'Oz et le Alice de Normandy MacLeod sont deux films quelque part qui se regardent un peu en chien de faïence. Dans le premier cas, on sent que, comme tu dis, la mécanique grince. La mécanique est là, les ingrédients sont là, il y a une volonté d'aller vers ça, mais en même temps, ça grince. Et au final, ça donne une sorte de film, effectivement, qui est, comme ça arrive, on parlait de ces films comme ça, qui étaient conçus comme des films grand public, tout public, etc., et qui sont devenus des objets un petit peu déviants, et qui finissent du coup par s'adresser à un public amateur d'étrangeté. Disons qu'on regarde Alice au Pays des Merveilles, ce film-là, comme on va visiter une sorte de musée, une sorte de cabinet des curiosités. Il y aura d'autres adaptations ultérieures de Alice, je pense notamment à celle de Zwangmayer, qui vont jouer beaucoup sur le côté musée des horreurs, mais là, pour le coup, c'est volontaire. C'est-à-dire que Zwangmayer va réellement mélanger la stop motion et la prise de vue réelle, mais pour obtenir un effet horrifique qui est volontaire, tout en respectant la lettre de Carroll, mais il va accentuer ça, sauf que là, c'est fait exprès. Mais il y a quand même une réalité aussi qu'il faut quand même rappeler, c'est que le livre de Carroll est anxiogène. C'est-à-dire qu'il y a réellement quelque chose qu'on ne mesure pas toujours, et encore une fois, c'est très tributaire aussi des traductions, le fait que le personnage de Alice est confronté à des personnages qui sont
systématiquement inquiétants ou agressifs. Elle arrive dans des mondes qui sont piégés, elle tombe sur des personnages qui sont fous, on lui propose des énigmes insolubles, on l'agresse même des fois physiquement. En fait, elle n'est pas du tout dans un univers confortable. Si féerie il y a, ça vient en fait du regard de Alice qui considère comme normal tout ce qui est anormal. C'est une sorte de réalité au deuxième degré, ce qui est très très difficile à faire passer au cinéma parce qu'on a l'animation, bien sûr, s'y prête davantage que le live dans la mesure où l'animation permet des distorsions. Et moi, je suis très très fan du Disney parce que le Disney arrive à respecter le caractère sombre, enfin même on peut dire que c'est un espèce de film proto-psychédélique, hein, mais en gardant l'effet Disney, c'est-à-dire le fait que n'importe quel gamin peut le regarder en s'y sentant à l'aise. Là, on est dans des films qui sont dans des sortes d'effets contradictoires et c'est ce qui fait leur intérêt aussi, c'est-à-dire que c'est une sorte de film hybride, hein, enfin, que moi j'aime beaucoup de manière très très affective, très 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 personnelle, mais qui n'est pas un chef-d'œuvre. Il peut pas être considéré comme tel parce que sinon il ne serait pas ce qu'il est. C'est sûr que j'aurais pu, dans mon choix très subjectif, j'aurais pu choisir aussi la version de 1948, aussi, qui est une version totalement oubliée, franco-britannique, et qui avait été d'ailleurs très attaquée par les studios Disney qui voulaient avoir le monopole sur la sortie du film, qui est de 51, je crois, le Disney, Ouais. et celle de 48 leur faisait de l'ombre, donc ils ont tout fait pour la tacler. Elle est restée invisible très longtemps. Tous ces films ont été, que ce soit celui de Norman D. MacLeod ou l'adaptation de 48, ils ont été réédités en DVD, mais dans des copies aujourd'hui un peu difficiles à trouver. Mais pour moi, c'est des petits trésors que je chéris avec beaucoup de passion. Oui, alors je voudrais revenir sur deux choses parce que la façon dont on en parle, on a l'impression que c'est un film qui est complètement foutraque, qui n'est pas maîtrisé du tout dans sa facture. En réalité, je trouve que l'intérêt du film, justement, c'est que c'est un mélange entre des éléments qui sont très grotesques, très étranges, et d'autres éléments qui sont beaucoup plus maîtrisés et qui sont très beaux, dont on perçoit directement la beauté. Je pense d'abord à l'actrice principale, Charlotte Henry, donc qui est une toute jeune actrice, qui a pas fait grand-chose d'ailleurs après, j'ai l'impression, elle a une filmographie assez succincte. Là, elle a 18-19 ans. Comme on le disait, le film peut nous paraître inquiétant, dérangeant, voire horrifique, mais elle joue vraiment le côté merveilleux du monde des merveilles. C'est-à-dire qu'elle garde sa candeur et dans ses yeux, tu vois une jeune fille qui est émerveillée, parfois étonnée, bon, qui peut être un peu inquiète du comportement un peu agressif d'un personnage, mais il y a un décalage entre la perception que nous on a du film et la perception du personnage principal. Et c'est finalement assez rare, hein, des films où on suit le point de vue d'un personnage principal, d'un protagoniste, et en même temps il y a une sorte de décalage avec la vision que nous on a de cet univers. On sait pas vraiment si nous on est conscient de quelque chose qui dysfonctionne dans ce monde, ou si c'est au contraire Alice qui, elle, est conscient d'une poésie qui est dégagée par cet univers, qui est davantage sensible à cette poésie, mais encore une fois, pour en revenir au côté méta qu'on a parfois dans certains films plus récents, plus modernes, voire postmodernes, comme tu l'as dit, elle joue pas du tout le côté méta, voilà. Elle joue vraiment la candeur, elle joue vraiment premier degré, on va dire, le conte, la logique de conte, la logique d'être un personnage dans un conte. Et il y a autre chose que je trouve très réussi, dont on perçoit la beauté, c'est l'artificialité du décor, cette artificialité de décor construit sur un plateau de tournage à Hollywood. Là encore, on en revient au Magicien d'Oz, on perçoit déjà ce qu'est la beauté du Magicien d'Oz dans ce film-là, c'est-à-dire ces décors, on perçoit leur artificialité, on perçoit la limite géographique du décor, il y a une découverte en fond, donc une peinture en fond pour prolonger le décor, mais c'est quand même un plateau assez vaste, et il y a quand même une vraie profondeur, il y a un vrai relief dans le décor, tu vois, la forêt au moment de l'épisode avec le chevalier qui tombe sans cesse de son cheval, il y a des arbres tordus, il y a des talus, il y a tout un relief, il y a tout un travail sur ce décor qui a vraiment été construit, et ça je trouve que ça a vraiment un charme qu'on perçoit encore nous, presque un siècle après la réalisation du film. Donc c'est ça l'intérêt du film, je trouve que c'est un mélange entre des éléments classiques, on va dire de la beauté classique du Hollywood, de l'âge d'or hollywoodien de l'époque, et d'autres choses qui paraissent effectivement totalement monstrueuses en fait, hein, Oui, oui. dans le sens où elles échappent à leur créateur. Oui, oui, totalement. Et c'est vrai que c'est un peu ce sorte de film que moi j'aime bien, c'est qu'en fait, ils sont ballottés par des forces contradictoires. Parce qu'évidemment, comme chacun sait, le cinéma c'est collectif, et il peut arriver des fois qu'il y ait des dérapages du fait qu'il n'y a pas un ton et une intention uniforme. Il y a énormément de contradictions. Moi, c'est vrai qu'on en parlait l'autre fois au téléphone de manière un petit peu informelle. Moi, j'ai toujours préféré, par exemple, Labyrinthe de Jim Henson à Dark Crystal, par exemple. Dark Crystal que j'ai jamais beaucoup aimé. Là où Labyrinthe, qui est imparfait, tout ce qu'on veut, Labyrinthe, c'est un film que j'aime beaucoup. Et qui est, là aussi, une nouvelle fois, une sorte de énième adaptation apocryphe de Alice au Pays des Merveilles, avec Jennifer Connelly, qui reprend exactement le profil, je dirais, de Alice. Et je pense que Jim Henson, on ne fait pas le souvenir qu'il en ait parlé, mais bon, à vie, c'est pas un mystère, quoi. C'est pour ça qu'il y a une sorte de pérennité, une sorte de plasticité, je dirais, dans le mythe de Alice. J'emploie le mot mythe parce que je dirais, c'est comme l'Odyssée de Homère, c'est comme la quête du Graal. Ce sont des histoires plastiques au sens où elles sont citées, copiées, plagiées, et en même temps, elles sont universelles.
et on les recycle 1000 fois pour faire des films qui n'ont rien à voir déjà souvent avec le genre ou l'habillage, je dirais, du texte originel. Il y a des giallo qui y font référence, il y a des films d'horreur qui y font référence, il y a des pornos qui y font référence. Mais ce qui est troublant, c'est que là, tu cites des films, des regards sur l'œuvre de Lewis Carroll qui sont venus bien après le film de MacLeod. Mais là, en 1933, on n'est pas du tout dans le méta, justement. On n'est pas du tout dans le commentaire. C'est-à-dire qu'on te délivre les différents épisodes, les différentes péripéties du livre de Lewis Carroll sans vraiment t'expliciter leur symbolique. C'est à toi de comprendre quelle est la symbolique, quelle est la morale. Parfois, voilà, au gré des rencontres, il y a une morale qui découle d'une histoire racontée par un personnage. C'est à toi de voir si tu veux mettre une lecture psychanalytique autour, voilà, de cette histoire de cette jeune fille qui découvre un monde inconnu, le passage de l'enfance à l'adolescence, peut-être des choses d'ordre sexuel, crypté, en tout cas psychanalytique. Mais voilà, ce qui est étonnant dans le film, c'est que tu perçois quand même que c'est un film qui s'adressait à un large public, voire à un public jeune, à un public d'enfants, et pourtant il laisse les spectateurs comprendre à leur façon les images qu'on a dans le film, aussi loufoques soient-elles, aussi étranges soient-elles. Il faut comprendre la logique symbolique, symboliste de Lewis Carroll, sans que le média apporte une autre logique ou apporte une autre grille de lecture sur le média littéraire, en fait. Oui, mais alors là, pour le coup, c'est vrai que j'ai une opinion assez arrêtée sur le sujet, c'est-à-dire le fait que, entre-temps, entre la version de 1933 et tout ce qu'on a connu par la suite, ben, on est passé, alors là, je reprends les mots des cours de cinéma que je suivais à la fac, on était passé de l'époque moderne à l'époque post-moderne. Ouais. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, ben, il y a eu des gens qui se sont mis à lire Joseph Campbell, le fameux Le héros aux mille visages, on a commencé à faire de la théorie sur les mythes et les trucs et les machins, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus un étudiant en cinéma, il n'y a plus un spectateur qui regarde un conte sans déconstruire quelque Ouais. part tout le schéma narratif. Enfin, aujourd'hui, c'est très difficile d'aborder de manière premier degré une histoire qui a été à ce point déconstruite. J'en veux pour preuve l'horrible adaptation de Burton, mais qui est pour moi le produit type d'une histoire qu'on a voulu démonter, déconstruire à tout prix. Il faut montrer à chaque instant qu'on est conscient des mécanismes du conte, qu'on est conscient des mécanismes du mythe. Moi, je fais partie des gens qui auraient tendance à penser que ça peut très vite devenir stérile. Aujourd'hui, on est face à des films qui sont tellement conscients de leur propre mécanisme narratif qu'on n'a plus que des archétypes et plus des personnages. Oui, et puis dans la version du Burton, il y avait l'idée, j'ai l'impression, de gonfler d'une certaine façon le côté spectaculaire de Alice au Pays des Merveilles pour en faire une espèce de gros blockbuster qui convoque aussi l'heroic fantasy, voire la dark fantasy, de faire d'Alice une sorte de grande héroïne, de messie dans le Pays des Merveilles, et donc de lui créer un statut qui est pas du tout le statut de la jeune fille perdue du conte, en fait, de cet archétype qu'elle représente dans le conte. Ils l'ont élevé vers un autre archétype pour des logiques, là justement, de cinéma spectaculaire, façon gros blockbuster de Disney du début des années 2010, et effectivement en rajoutant tout le côté méta, tout le côté réflexif sur justement le conte, sur cet archétype. Il y a tout le temps la question de savoir si c'est la vraie Alice, si elle est déjà venue dans cet univers, si l'histoire se répète, si elle a déjà eu lieu, parce qu'on est censé déjà être familier de ce récit, familier de cet univers, alors qu'au contraire on devrait le découvrir un peu à tâtons, hein, comme Alice qui avance sans trop savoir vers quel inconnu elle va, vers quel horizon elle va. Là au contraire, ouais, c'est Disney qui cite du Disney, c'est Burton qui cite du Burton, et ça paraît à la fois prétentieux et paresseux. J'ai eu une période où j'ai beaucoup collectionné les adaptations de Alice sous quelque support que ce soit, et c'est vrai qu'il y a des adaptations en animation qui sont totalement claquées, mais qui gardent un côté attachant, même dans l'animation la plus bas de gamme et la plus déclassée qui soit, on reste malgré tout dans l'essence du conte. Si maladroite soit-elle, l'adaptation est premier degré. Et c'est pour ça que oui, le Burton m'a laissé totalement sur le carreau dès le début. Ça, pour moi, c'est une sorte de variation stérile sur un mythe qui en demandait pas tant. Puis il faut rappeler, même au-delà du cinéma, il y a tout le côté culturel au sens large, c'est-à-dire le nombre de dessinateurs, de graphistes. Il faut rappeler le nombre faramineux de musiciens issus de la scène folk, rock progressif, psychédélique, etc., qui citaient Lewis Carroll et Alice au Pays des Merveilles à tire-larigot, parce que ça correspondait littéralement à cette espèce d'univers onirique proche du conte. Il y a quelque chose qui traverse le temps et qui peut parler à des générations pour des raisons différentes. Je connais très mal l'univers du jeu vidéo, mais j'imagine que, bon, Alice... Moi je me souviens d'une adaptation en jeu vidéo du début des années 2000, donc 10 ans avant Burton, qui était déjà une adaptation dark, une adaptation gothique de Alice au Pays des Merveilles. Attends, je vais te retrouver le titre. C'est American McGee's Alice. American McGee's étant un réalisateur de jeux vidéo. Donc c'est un jeu édité par Electronic Arts en 2000. Donc tu vois, on est 10 ans avant Burton et c'est déjà un jeu qui te donne l'impression de faire du Alice au Pays des Merveilles chez Tim Burton, quoi, au pays de Burton, tu vois. C'est-à-dire que ce créateur de jeux vidéo, et à mon avis, il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres artistes de sa génération, voyait déjà le potentiel burtonien, burtonesque qu'on pouvait donner à Alice au Pays des Merveilles, hein, de le tirer vers quelque chose, effectivement, de gothique, vers
une sorte de grotesque sombre, de loufoquerie glauque. Oui, et ça venait, comme souvent d'ailleurs, de la scène musicale. C'est-à-dire qu'il y avait Suxy and the Banshees qui avait fait un morceau, hein, c'était le titre d'un album, c'était de l'autre côté du miroir. Il y avait réellement toute une génération gothique, post-punk, qui avait relu le livre évidemment, et c'est vrai qu'eux, ils avaient vu autre chose que ce que la génération précédente y avait vu, c'est-à-dire qu'ils accentuaient plus le côté sombre. Et parce qu'encore une fois, chaque génération, ils trouvaient quelque chose de différent. Alors, j'ai pas vu la prochaine adaptation, je sais pas si elle est sortie ou si elle va sortir, l'adaptation en anime japonaise. J'ai vu passer la bande-annonce, bon évidemment je vais y aller. Miyazaki avec le voyage de Chihiro. Même Miyazaki a été obligé de mettre un peu un bémol sur le comparatif avec Alice parce que ça revenait tout le temps dans les commentaires. Il avait toujours quand même insisté sur le fait qu'il avait son propre univers, qu'il n'avait pas voulu s'inspirer plus que de raison des Lewis Carroll, mais tous les fans du film l'ont fait à sa place. Donc voilà, on vous invite à découvrir cette version de 33. Et pour conclure, je dirais que ce qui est intéressant justement en revoyant le film aujourd'hui en 2026, c'est de voir à quel point il ressemble d'une certaine façon à une sorte de délire graphique horrifique qu'expérimentent des créateurs de contenu ou de simples internautes avec les générateurs d'images qu'ils ont à disposition aujourd'hui. Je sais pas si t'es déjà tombé sur des pages comme ça qui compilent sur les réseaux sociaux les différentes petites séquences. Parfois, c'est juste des séquences de 20-30 secondes, une minute grand max, générées par les logiciels d'intelligence artificielle du genre de Midjourney, où certaines personnes s'imaginent des films d'horreur, des vieux films d'horreur en noir et blanc, ou effectivement des faux souvenirs de leur enfance, de dessins animés creepy de leur enfance, d'émissions de télé avec des grosses marionnettes, avec des choses qu'on retrouve un peu dans ces espèces de personnages bouffons et inquiétants qu'on a dans Alice au Pays de Merveilles. On a des séquences en IA aujourd'hui qui t'évoquent ça, sauf qu'on invente des films, des faux films de 1928, de 1953, de 1982, comme si c'était des lost media, qu'on avait juste un petit extrait d'un film perdu, ou alors d'un film justement retrouvé, dont on avait retrouvé une vieille bobine quelque part sur une étagère au fond d'une cinémathèque obscure. Ou alors parfois tu sais, t'as certains graphistes, certains monteurs qui s'amusent à transformer des films en films d'horreur, à prendre justement Le Magicien d'Oz et à changer la colorimétrie, à remonter le film, à mettre une autre musique plus inquiétante pour que ça paraisse être un film d'horreur, pour le changer de genre d'une certaine façon et le changer de registre. Voilà, là on peut dire aux auditeurs, aux auditrices que vous aurez un peu la même impression avec un film qui existe vraiment, qui dure 1h15 et qui a réellement été tourné dans les années 30. Oui, et j'ai souvent pensé au fait que les créateurs de la série télé Channel Zero, chaque saison traitait d'une creepypasta. Et je me suis demandé si la saison 1 s'en était pas inspirée, qui racontait l'histoire d'un dessin animé, d'un film d'animation qui avait effrayé les spectateurs et qui était présumé hanté, maudit, Ah oui, etc. Est-ce que les créateurs de Channel Zero se sont inspirés du film de Norman Z. MacLeod? C'est pas impossible. C'est une hypothèse. J'avais cru que cette histoire de congrès n'était qu'un prétexte pour passer quelques jours avec toi. Non, j'ignore vraiment où il est et je suis inquiète. Il devait rentrer avant-hier, du moins c'est ce qu'il avait dit, et je trouve cette absence bizarre. Il prévient en général. Maintenant, je suis certaine. Mon rêve atroce de cette nuit a un rapport avec Lucas. Il est sûrement en péril. Il est indispensable que je le retrouve. Je t'en prie, dis-moi où il est. Julie, chérie, je l'ignore. Où est-il allé? Je n'en sais rien, je te le jure. Vous voulez que je vous dise où il est? Il est à Maracudi. Souvenez-vous, à Maracudi, à Maracudi. Et souvenez-vous, hein, à Maracudi. Sébastien, on passe au deuxième film de notre sélection, L'œil du labyrinthe, un film de Mario Caiano, sorti en 1972. Oui. Un giallo, hein, il fallait qu'on parle d'un giallo, c'est un de tes genres de prédilection. Et on va le voir, finalement, on s'éloigne pas tant que ça d'Alice au Pays des Merveilles, d'une certaine façon, avec cette héroïne qui va avancer dans un monde inconnu et qui va essayer de démêler le rêve et la réalité, d'une certaine façon. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de L'œil du labyrinthe? Ça va être un peu plus compliqué peut-être parce que le giallo c'est toujours des intrigues tarabiscotées. Oui, ah oui, alors ça c'est un peu une marque de fabrique du genre. En fait, le giallo donc en fait raconte l'histoire de Julie qui est une jeune femme en fait qui a un amant et cet amant disparaît. Et comme elle fait un cauchemar épouvantable où elle voit son amant poursuivi dans un labyrinthe par un tueur armé d'un couteau qui l'assassine, elle va se mettre à sa recherche et elle va suivre des indices de plus en plus bizarres jusqu'au moment où elle va arriver dans une villa au bord de la mer, une superbe villa, et elle va y rencontrer toutes sortes de personnages étranges et inquiétants. Et tous ont plus ou moins connu son amant, qui est toujours porté manquant, hein, donc évidemment, elle essaie de retrouver sa trace par tous les moyens. Et pendant ce temps-là, il y a bien sûr quelqu'un qui essaie de la tuer, parce qu'évidemment, elle fait l'objet de toutes les convoitises, à la fois érotiques et en même temps criminelles. Donc, entre les gens qui essaient de la séduire, voire même plus, et ceux qui essaient de la tuer, elle ne sait plus trop à qui se fier. Donc, on est dans une intrigue qui rappelle à la fois les films de machination, mais surtout une intrigue à la Agatha Christie, avec une maison, un lieu clos et tout un tas de personnages qui sont
sont tous autant de suspects potentiels. Qui a fait le coup? Donc évidemment, je peux pas spoiler la fin. Mais voilà, donc on est dans un pur film gialesque dans son narratif. Alors le film, évidemment, on est en 72, donc le film est sorti 2 ans après L'Oiseau au plumage de cristal de Dario Argento. Donc le film reprend certains éléments qu'on a vus chez Argento. On a notamment le fait qu'on est dans un personnage qui croit se rappeler. Alors là, c'est pas quelque chose qu'elle a vu, c'est quelque chose qu'elle a rêvé. Ouais. Mais l'intrigue part sur un rêve, un cauchemar. Et ce cauchemar-là, il y a quelque chose dedans qui lui échappe et qu'elle essaie de retrouver. Et on a un autre élément. Alors bon, tout ça, c'est pris chez Argento, qui est avec la fameuse intrigue de L'Oiseau au plumage de cristal, avec j'ai vu mais j'ai pas vu. Je me rappelle pas de ce que j'ai vu. Et l'autre élément emprunté à Dario Argento, c'est le tableau, puisqu'on va trouver à un moment donné de l'intrigue un tableau, voire 2 tableaux d'ailleurs, qui sont à la fois des indices majeurs et qui vont permettre à l'héroïne de poursuivre sa quête et de retrouver l'assassin. Donc on est dans un giallo, je dirais, un giallo de machination, où il y a, faut le signaler, assez peu de meurtres à l'arme blanche. Alors oui, j'ai peut-être oublié de dire ce qu'était un giallo, puisque peut-être pour les auditeurs, c'est peut-être pas forcément très clair. Un giallo, en fait, c'est un film criminel qui mêle des éléments horrifiques et érotiques. Ça, c'est la définition un petit peu basique. Le giallo, en fait, est né, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est né à la fois en Italie, mais aussi en Espagne, avec des films comme Le Tueur à la Rose Rouge ou Les Crimis allemands, qui étaient inspirés des romans de Edgar Wallace. On a appelé le genre giallo en référence aux couvertures jaunes des romans policiers italiens. En fait, ce sont des récits policiers, donc des romans, mais très vite qui sont devenus des films, qui sont des intrigues criminelles. Le principe de base, c'est des meurtres à l'arme blanche, des héros ou des héroïnes qui sont très souvent des témoins involontaires d'un acte criminel, et une intrigue qui peut des fois passer par des moyens très 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 irrationnels. Et donc en Italie, on va avoir Mario Bava, Umberto Lenzi, Sergio Martino, mais surtout Dario Argento, qui est l'auteur le plus célèbre du genre, qui ont effectivement donné des lettres de noblesse à ce genre, qui se signalisent aussi. Ça, c'est vrai que Argento et Lenzi et les autres en ont été un petit peu les maîtres d'œuvre. C'est réellement un genre esthétisant par excellence. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des films qui vont être parfois assez expérimentaux, où les réalisateurs, dont Mario Caiano, dont on va parler, vont utiliser le genre pour expérimenter des angles de caméra tordus, une esthétique très psychédélique. Et ils vont finalement faire des films où ils vont se permettre plus d'expérimentation que dans d'autres genres. L'autre élément aussi récurrent du giallo, c'est qu'on va avoir des titres assez longs, assez alambiqués, souvent assez ésotériques. L'Oiseau au plumage de cristal va lancer une mode avec des titres, avec des références animalières. La tarentule au ventre noir, Chat rouge dans un labyrinthe de verre. Ouais, moi j'aime beaucoup Amour et mort dans le jardin des dieux. Je trouve que c'est Amour et mort dans le titre jardin des dieux. magnifique, ça. Ah oui, mais il y a des titres extraordinaires. Et L'œil du labyrinthe fait partie de ces films dont les titres font référence au ver, au labyrinthe et à l'œil. Donc il y a L'œil du typhon, un excellent giallo d'ailleurs à redécouvrir, L'œil du typhon, Chat rouge dans un labyrinthe de verre, etc. Donc l'œil, le labyrinthe, ça fait référence aussi à une autre tendance du giallo qu'on va trouver notamment chez certains réalisateurs qui vont beaucoup accentuer la dimension architecturale. Donc le giallo, c'est un genre qui est très protéiforme. Il y a plein de bouquins qui sont sortis dessus, et d'ailleurs j'essaie moi-même de faire un petit quelque chose autour de ça, parce que j'avais pas mal présenté de giallo pour la maison d'édition Artus. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'on se retrouve face à un genre qui est un petit peu difficile à définir, avec des centaines de films dont la moitié correspondent pas au canon du genre, etc. Oui, moi personnellement, c'est un genre que je vais davantage qualifier par les impressions qu'il me laisse. C'est un genre d'impression. C'est pas un genre que je vais délimiter par rapport à ses codes narratifs. Parce que là, tu vois, t'as parlé de codes narratifs relatifs au genre policier. T'as plein de giallo, y compris celui-ci dans une certaine mesure, que tu pourrais qualifier de whodunit à la Agatha Christie, qui a fait le coup parmi une galerie de personnages. Il y a le côté sexuel, il y a la charge sexuelle du film, des thrillers avec une forte charge sexuelle. Plus tard, dans la fin des années 80 et durant toutes les années 90, on va appeler ça le thriller érotique. Pour moi, ce qui peut définir un giallo, c'est l'impression qu'il va te laisser par rapport à son esthétique. Alors généralement des années 70, là on est en 72, on est au pic de la mode du giallo. Alors il y avait déjà eu des giallo dans les années 60, La fille qui en savait trop de Mario Bava était un giallo en noir et blanc, donc c'est quand même différent les impressions que ça te laisse par rapport à un film qui est très coloré comme L'œil du labyrinthe. Et comme la plupart des films des années 70, voilà, il y a les couleurs des années 70 qui se mêlent à ça, des expérimentations psychotroniques, esthétisantes comme tu l'as dit. Il y a aussi la musique qui participe à ça, la musique très années 70, des compositeurs affiliés au giallo, Bruno Nicolai, Ennio Morricone aussi. Alors il peut y avoir des musiques différentes aussi, il peut y avoir de la musique orchestrale d'une certaine façon, il peut y avoir des ritournelles un peu inquiétantes comme ce qu'a
fait Ennio Morricone ou Nicolai dans certains giallo. Il peut y avoir de la musique pop aussi qui se mêle à tout ça. Mais voilà, ça fait partie du décorum du giallo, je dirais, et de tout ce qui va participer à l'étrangeté du genre, avec parfois ces moments de flottement dans l'intrigue, avec ces coups de théâtre invraisemblables, avec une impression qu'on peut basculer à tout moment vers le fantastique, vers quelque chose d'onirique, où on sait pas trop, voilà, distinguer dans quel niveau de réalité on est, dans quel niveau de perception des événements on est. Et voilà, c'est pour ça que pour moi c'est davantage un genre d'impression, si tu veux. C'est vrai qu'effectivement, oui, la musique de giallo, c'est déjà, même en soi, c'est déjà un continent, parce que c'est vrai que, je dirais, la marque de fabrique du giallo, tel qu'on l'aperçoit souvent, c'est lié au genre exotica. Easy listening, avec des gens comme Bruno Nicolai, Rizzo Ortolani, Ennio Morricone évidemment, mais Stelvio Cipriani aussi, qui a énormément composé de BO de giallo, qui composait du jazz souvent très langoureux, avec des mélodies très extrêmement fortes et des orchestrations très groovy. Et ça, c'est vrai que, pour moi, je dirais, le giallo s'identifie aussi à ses choix musicaux, autant que colorimétriques, si je puis dire, parce qu'il y a des couleurs giallistiques et il y a des musiques qui vont beaucoup là-dedans. Mais c'est vrai que quand on discute avec des amis autour du giallo, souvent l'impression liée à un film est souvent une sorte d'impression très subjective. Ça me rappelle un giallo, ça me fait vaguement penser à un giallo. L'impression donnée est celle d'un giallo. Ce qui fait que quand on voit les auteurs, et il y en a eu beaucoup, qui ont écrit sur le giallo, chacun établit une sorte de filmographie ultra subjective, hein, en rattachant des films pour des raisons totalement personnelles. Donc il y a un petit côté, ça c'est un vrai, ça n'est pas. Là récemment, avec mon ami Emmanuel Legagne, on avait fait un bonus vidéo sur le giallo espagnol, et c'est vrai qu'on était bien embêtés, parce que c'est vrai qu'on s'apercevait que la filmographie du giallo espagnol, elle est tellement élastique, avec des films qui ont tellement rien à voir les uns avec les autres. En fait, on se posait la question, c'est quoi le lien entre tous ces films? Et des fois, on n'en trouvait pas. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont tellement variables. Mais pour revenir du coup à l'œil du labyrinthe, c'est qu'évidemment, choisir un giallo, c'est toujours un peu une gageure. C'est-à-dire que c'est le cœur qui parle. Et c'est vrai que mes giallo préférés, de manière totalement personnelle et subjective, celui-là, il fait partie de mon top 3, 5, pour des raisons tout à fait subjectives. C'est-à-dire que pour moi, l'œil du labyrinthe, déjà parce que pour moi, c'est un film qui synthétise énormément et de manière très réussie, à mes yeux, tout ce qui pour moi fait le sel du giallo, tout ce qui pour moi me fascine vraiment dans le genre. C'est un film avec un scénario qui est extrêmement réussi. C'est un peu le paradoxe de ce film. C'est-à-dire qu'en fait, donc on suit Julie qui, suite à un cauchemar et la disparition de son amant, va partir dans une enquête. Très bien. Sauf qu'en fait, l'enquête, elle arrive, mais dès les premières minutes, on est dans une sorte d'enquête qui est complètement abracadabrantesque. Les indices sont totalement irrationnels. L'héroïne va d'un lieu à l'autre de manière illogique. Et le film, dès le départ, même si on est dans des lieux ouverts, est déjà un labyrinthe. Le début du film est extraordinaire parce qu'il y a un montage incroyable, alors une musique de Roberto Nicolosi qui est très différente de ce qu'on entend dans le giallo classique. C'est-à-dire que là, on est dans un jazz expérimental psychédélique qui rappelle même des fois ouvertement Soft Machine. Et cette héroïne va se retrouver dans un monde totalement irrationnel, dans des lieux totalement labyrinthiques. Et elle va se retrouver, on ne sait trop comment, dans cette espèce de villa qui devient à partir de là le huis clos de l'action. Villa superbe au bord de la mer. Le traitement des architectures est juste sublime. Avec cette mer comme ça et ce lieu paradisiaque très vite devient un enfer. Donc il y a réellement déjà une plasticité, un travail sur l'architecture. Le film ne ment pas sur le titre, d'ailleurs, L'œil du labyrinthe, parce que souvent les titres de giallo, il y a des titres plus beaux que les films. Là, en l'occurrence, le titre réellement fait sens par rapport à l'intrigue. Et je dirais, le concept du film ne ment pas. Mario Caiano s'était inspiré de certains architectes, et il me rappelle beaucoup Journée noire pour un bélier, par exemple, des films comme ça, qui sont des films très architecturaux. Oui, je trouve justement que les giallo les plus intéressants, ce sont justement ceux qui posent la question de l'architecture du thriller, si tu veux, de l'architecture de l'angoisse. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que les giallo les plus intéressants, pour moi, ceux qui me restent le plus en mémoire, ce sont ceux qui ont utilisé les décors ultra contemporains des années 70, ou en tout cas qui jouent sur la confrontation entre des décors qui sont des décors davantage classiques, tu vois, une place à Rome, à Milan, avec le patrimoine architectural italien de la Renaissance, mettons, ou de l'Antiquité, ou des vieux manoirs dans lesquels on retrouve, je dirais, l'héritage gothique aussi du thriller, du récit noir, du roman noir et du film noir, et de ces lieux-là classiques identifiés, on va passer vers des décors modernes, ultra modernes. Tu vois, t'as parlé tout à l'heure de modernisme et de postmodernisme. Je continue un peu dans cette logique. On peut prendre par exemple Ténèbres de Dario Argento, qui est pas l'un des giallo les plus estimés de la carrière de Dario Argento. Il est de début 80, si je dis pas bêtises, 82, 83, même s'il fait encore partie de sa période où il est le plus inspiré quand même. Hein. Oui. Mais ce que je trouve très intéressant dans Ténèbres, c'est justement qu'il va filmer plein de quartiers tout récents, ultra modernes, qui viennent de sortir de terre dans la banlieue de Rome, et ça ressemble presque à une banlieue californienne. Et là, dans L'œil du labyrinthe, on a cette villa qui peut aussi faire penser d'ailleurs à une villa californienne d'une certaine façon. Et c'est presque un décor plus inquiétant d'une certaine façon qu'un décor gothique
chaotique qu'un décor qu'on avait l'habitude de voir lors des précédentes décennies pour un thriller. On a beau être dans une ambiance estivale, ensoleillée, en pleine lumière, j'ai envie de dire, il y a quand même plein de zones d'ombre, paradoxalement. Il y a quand même cette impression de labyrinthe, comme tu l'as dit, parce qu'en fait, l'héroïne, elle a pas vraiment de choses auxquelles se raccorder. C'est-à-dire que dans un décor qui a une histoire, tu peux te raccrocher à des repères, tu peux te raccrocher aux objets. Il y a la mémoire des objets du lieu, tu vois. Là, dans ce décor-là, c'est pas qu'il va y avoir une porte trompe-l'œil, c'est qu'il y a plus de porte, carrément. Le passage, c'est un trou dans le mur, c'est une baie vitrée, tu vois. Il y a une question de transparence, il y a une question, en fait, de solitude autour de l'héroïne dans le monde qu'elle explore, qu'elle ne connaît pas, qui est le monde moderne des années 70. Bah là, dans ce film où tout est faux semblant, tout est mensonge, finalement, tout s'est un peu creusé de l'intérieur et on garde des espèces de formes fantômes. Ça rajoute au vertige angoissant du film. Tout à fait, parce qu'on est face à des films qui jouent sur des perditions, c'est-à-dire le fait que Ouais. les personnages vont errer dans des lieux comme ça, ou des lieux anxiogènes parce qu'ils sont trop vastes ou trop clos. Enfin, il y a réellement quelque chose toujours de l'ordre du décalage constant entre l'individu et l'environnement. Bon, il y a un giallo qui est génial pour ça, c'est La mort a pendu un œuf, Giulio Questi, où là on est quasiment dans un univers qui est presque proche de Jim J. Ballard. On est vraiment dans le brutalisme absolu. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, c'est-à-dire que l'œil du labyrinthe joue sur autre chose, c'est-à-dire que vraiment sur cette architecture californienne qu'on trouve en Italie avec ces villas en bord de mer, le côté bronzette et bikini, avec un côté très sexy. L'œil du labyrinthe affiche un côté très sexy, avec des actrices comme Sybil Danning, etc. Donc Rosemary Dexter, bien sûr, qui porte le film sur sa beauté et sa plastique, mais qui, mine de rien aussi, campe très très bien son Ouais, rôle. il est super. Pour moi, je trouve que la proposition plastique du film est juste superbe. Cette espèce de jazz psychédélique avec ses architectures ultra modernes, à la fois ensoleillées et froides, et Voilà, cet c'est ça. d'effet labyrinthique qui est très très bien retranscrit. Pour moi, ce film, c'est un régal plastique. Et tu vois, avant qu'on entre dans la villa, parce qu'elle y arrive relativement tard dans le récit, dans la villa, Oui. les autres lieux par lesquels elle passe, c'est des lieux en friche, c'est des lieux en ruine, des lieux désaffectés. Il y a toute une phase urbex, en fait, dans le film, on peut dire l'exploration urbaine, mais de lieux, voilà, qui sont en ruine. Et ça rajoute au côté, justement, comme tu le disais, personnage en perdition dans un monde qui est en train d'être détruit, reconstruit, et elle se retrouve dans des décors, alors, qu'on retrouve quand même assez fréquemment dans le giallo. Tu sais, il y a souvent des inconnus au téléphone qui donnent rendez-vous à l'enquêteur ou à l'enquêtrice dans un lieu comme ça, sur le point d'être détruit, ou au contraire, dans la construction est pas achevée, il manque un escalier, l'héroïne manque de tomber dedans, se raccroche au dernier moment, voilà, c'est un piège, c'est un traquenard. Et là, tout le film commence comme ça, et finalement, elle erre de lieu vide en lieu vide, sans vraiment trouver d'indices pour avancer dans son enquête. Et puis, à un moment, on a l'impression que la villa arrive dans le récit, et elle prend le pas sur tout le reste du décor, quoi. Les autres décors ne peuvent pas rivaliser avec la villa, elle est placée au-dessus d'une certaine façon, elle surplombe tout le décor et tout le récit, hein. D'ailleurs, elle est placée tout en haut d'une falaise, voilà, elle surplombe la mer, elle domine le décor, et il y a rien qui peut rivaliser finalement avec cette villa, elle a une place centrale, il y a rien de plus important, d'ailleurs elle a la place centrale dans l'intrigue, hein. Toute la machination, c'est aussi qui va récupérer la villa, ce qu'elle symbolise Voilà. dans l'économie de cette ville, de cette communauté, les personnages qui tournent autour. Oui, et c'est en ce sens que pour moi, il y a une vraie réussite, même en termes d'écriture de scénario, puisque là, on est vraiment dans un pur, alors ça a été dit mille fois, mais il faut le répéter, c'est qu'on est vraiment face à un pur thriller psychanalytique. C'est-à-dire le fait que quand on connaît la fin, et je vais pas spoiler la fin, en fait, on comprend quoi l'héroïne fait ce qu'elle fait, et on comprend tout ce qui précède. C'est réellement un film dont la conclusion donne un autre éclairage sur tout ce qu'on a vu précédemment dans le film. Et le fait qu'effectivement, on est face à un personnage qui est en décalage complet par rapport à son environnement, elle a des intuitions étranges. Il y a des moments où on a l'impression qu'elle a des espèces de précognitions. Alors, encore une fois, on est dans une ambiance qui est surnaturelle, mais jamais tout à fait. Tout est rationnel, mais en fait, tout est bizarre. Et du coup, il y a quelque chose, je trouve, de très très bien écrit et de très très bien mené, je dirais, sur le plan psychologique au niveau des personnages. Alors, évidemment, on est face à une galerie de personnages tous plus fous et névrosés, sadiques, pervers les uns que les autres. Ça aussi, ça a quelque chose d'assez gialesque et en même temps, je trouve que le film le pousse à un niveau assez réjouissant. C'est le caractère totalement perverti des personnages qui cachent tous des vices cachés. Donc, on a Frank qui est joué par Adolfo Celli, un acteur qu'on avait vu dans le James Bond Opération Tonnerre, qui avait joué dans L'Homme de Rio, qui joue un rôle de méchant, truculent. En fait, il s'appelle Frank. C'est le proprio de la villa, mais en même temps, il a un passif de mafieux. Pas directement antipathique, hein, aussi, en tout cas dans un premier temps. Après, on va voir qu'il se comporte comme une sorte de prédateur sexuel, hein, on peut le dire, avec Julie. Mais la différence avec Alice au Pays des Merveilles, dont on parlait tout à l'heure, où Alice est face à des personnages qui sont agressifs, là, Julie, elle se retrouve face à des personnages qui soit lui font croire qu'ils sont bienveillants envers elle, soit lui montrent une forme de dédain, mais elle se retrouve rarement face à des antagonismes francs, en fait. Des antagonismes francs, même si Adolfo Celli ne fait pas mystère de son envie, il veut la sauter dès la première image, et en même temps, il joue un peu les mentors, un peu empoisonnés, un peu paternalistes, très très inquiétant. Puis évidemment, elle va tomber sur le beau gosse, mais qui est un peu gigolo sur
sur les bords, on a le couple d'artistes. Enfin, il y a, moi je trouve, une galerie de personnages, tous plus pervers les uns que les autres, que je trouve très réjouissante. Ils ont tous un secret, ils ont tous un truc par rapport à cette ville-là. J'aime pas employer ce terme-là, mais je trouve qu'il y a un côté assez jouissif dans cette espèce de galerie de personnages, cette méchanceté. Et en même temps, c'est pas caricatural non plus. Ils ont une raison d'être. On a vu beaucoup de giallo avec des personnages tellement schématiques. C'est même, je dirais, un des problèmes qu'on a quand on en a vu beaucoup, c'est que souvent, c'est des films qu'on oublie souvent après coup parce que on est face à des personnages pas très bien écrits, pas très intéressants, très schématiques. Oui, faut pas oublier de rappeler que c'était quand même un genre commercial, hein. C'était un genre d'exploitation. On a parlé d'expérimentation, mais faut pas oublier que c'est aussi de l'exploitation, du cinéma d'exploitation, le giallo. D'ailleurs, j'ai l'impression que celui-ci, il prend la suite des films de Mario Bava du début des années 70, tu sais, c'est-à-dire l'île de l'épouvante, 1970, si je dis pas de bêtises, et la baie sanglante en 71. Il a le même côté jeu de massacre, tu vois, t'as une petite communauté, une sorte de jet set, une bourgeoisie rance en circuit clos dégénéré, on peut dire, tel que Mario Bava aimait les représenter à cette époque dans son cinéma. On était dans la période où Mario Bava devenait méchant, rancunier, revanchard, presque misanthrope. On sentait qu'il avait des comptes à régler. Et là, on retrouve ce même côté jeu de massacre autour de ces personnages pas toujours très aimables qui habitent la villa. Et c'est aussi ce qui fait partie du plaisir du film, hein. Il y a un côté un peu sadique de notre part, nous spectateurs, à attendre de la violence, des meurtres, pour d'une certaine façon punir la superficialité et l'avidité de ces personnages. Bien sûr, mais ça fait partie du charme, ce caractère un peu sadique du genre. Juste, si je peux dire un dernier mot sur la place du film dans la filmo de Caiano, parce que Mario Caiano, c'est un cinéaste qui est relativement classique, hein, par ailleurs, dans ses choix et dans sa filmographie. Quand je dis classique, au sens où c'est un des précurseurs du western italien, il fait des westerns en même temps que Sergio Leone, sauf qu'il va faire des westerns qui ressemblent plus à des westerns américains, qui correspondaient au canon du western dit spaghetti. Il fait des péplums, il débute avec Ulysse contre Hercule, etc., qui sont de très bons, moi je trouve, de très bons films. Les Amants d'Outre-Tombe, qui est un chef-d'œuvre du gothique, hein, mais qui est un film qui est déjà un peu atypique, hein, par rapport à sa filmo. Une filmo qui est relativement classique, en fait, avec beaucoup de films d'aventure, beaucoup de films comme ça, de divertissement, je dirais pur. Et L'Œil du labyrinthe, d'un coup, il va aller vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux, expérimental, voire intellectuel, hein, puisque bon, il cite une citation de José Luis Borges au tout début du film, et on sent qu'il a vraiment cette ambition d'aller vers cette catégorie de giallo qui s'inspire un petit peu d'Antonioni, qui s'interroge un peu sur la modernité, sur l'architecture. Bon, je cite Antonioni, toute proportion gardée, ça qu'en Oui, fait, oui. on est dans un film d'exploitation avec du sexe, de la violence et du racolage, faut être clair là-dessus. Mais on a aussi cette dimension, je dirais, plus esthétique, plus ambitieuse. Et tu vois, là, j'avais envie de parler d'un autre giallo que j'ai vu l'année dernière sur Shadows. Allez sur Shadows d'ailleurs, allez fouiller un peu le catalogue de Shadows, on trouve quelques giallos. Justement, L'œil du labyrinthe, j'ai pu le voir grâce à Shadows. Et le film auquel je pense, c'est Le venin de la peur de Lucio Fulci, qui doit dater à peu près de la même époque d'ailleurs, 72, en tout cas dans ces eaux-là. Le problème, c'est que je peux pas en dévoiler trop sur Le venin de la peur, je peux pas dévoiler son dénouement, sa révélation finale, parce que là, je vous spoilerai aussi la fin de L'œil du labyrinthe si vous avez vu Le venin de la peur, ou vice-versa, voilà. Donc c'est délicat à expliquer, mais disons que Le venin de la peur se présente aussi dans une première partie de son récit comme un giallo de machination. Tu t'attends à ce que ce soit un giallo de machination. D'ailleurs, je crois que ça part aussi d'un rêve pour le cas du venin de la peur. Oui, il y a C'est un aussi cauchemar, un personnage principal féminin, et elle pense que se trame quelque chose autour d'elle dans son voisinage, dans son immeuble. Et à la fin, on découvre qu'on est davantage sur un giallo, comment dire, psychanalytique, un giallo psychologique qui joue sur une perception déformée de la réalité par la personne qui te raconte l'histoire ou le point de vue que tu suis en tout cas. Et donc on bascule dans un autre genre de giallo d'une certaine façon. Et là, L'œil du labyrinthe, de la même façon, va jouer avec tes attentes de spectateur sur le giallo. Tu envisages que t'es dans un type de récit, dans un type d'intrigue qui a déjà été utilisé au cinéma ou dans la littérature. Et en fait, l'histoire se passe sur un autre plan de la réalité, on va dire, de la perception de la réalité par l'héroïne. Et d'ailleurs, le début, tu sens qu'il y a quelque chose d'étrange parce que elle part à la recherche de son amant, mais comme le film commence, il a déjà disparu, tu les vois jamais ensemble, ces personnages, ou de manière vraiment très fragmentaire, c'est juste peut-être des bribes de souvenirs qui lui reviennent en mémoire, mais t'as pas le temps de les considérer comme un couple que déjà l'intrigue commence. Donc moi, dans la première partie du film, je me demandais presque s'il existait vraiment le personnage qui motivait cette enquête. Je me demandais si elle s'inventait pas une histoire de manière paranoïaque en fait. Mais Finalement, on y pense. et t'as pas vraiment le temps, et ça c'est bien foutu dans l'intrigue, pour faire diversion, t'as pas vraiment le temps de questionner justement les motivations de cette enquête, que t'es déjà plongé dans la deuxième partie de son enquête dans la villa. Donc le film il est aussi expérimental, pour en revenir aux expérimentations du giallo, il est aussi expérimental dans ce début qui te donne l'impression qu'il manque 10 minutes de mise en place, 10 minutes d'introduction qu'on aurait trouvé au début d'un film policier classique, on va
va dire. Donc là, le film de Caiano, il est aussi expérimental sur son rythme et sur sa construction narrative. Et comme on part d'un rêve pour lancer l'intrigue, bah là, ça nous ramène encore à Alice au Pays des Merveilles, avec Alice qui rentre dans un monde merveilleux et qui n'est peut-être qu'un rêve. Donc je sais pas si tu l'as fait exprès dans ta programmation de choisir un film qui a d'une certaine façon aussi un lien avec Alice, et on verra que le troisième film dont on va parler parle aussi d'une certaine façon de l'imaginaire et du rêve. Mais dans celui-ci, voilà, il y a aussi quelque chose d'étrange là-dessus, et on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une dimension presque fantastique. Ça aussi, on le retrouve souvent dans le giallo, et c'est aussi ça le plaisir du giallo, c'est ses porosités avec le fantastique, avec le surnaturel. Mais voilà, on a une jeune héroïne qui se retrouve aussi dans un monde qui lui est inconnu, où elle peut devenir la proie de personnages inquiétants. Oui, alors en ce qui concerne le lien direct avec Alice, j'avoue que le lien il est en partie fortuit parce que si j'avais dû créer du lien littéralement entre Alice et le giallo, c'est plutôt le film Le Parfum de la Dame en Noir que j'aurais choisi, qui est un autre fabuleux giallo avec Mimsy Farmer, qui est un film absolument magistral, où la citation de Lewis Carroll, elle est explicite. Littéralement, l'héroïne, pareil, qui est dans un monde semi-fantastique, semi-réaliste, et elle est poursuivie par une petite fille. La référence à Alice, elle est consciente. Là où, moi je dirais, chez Caiano, c'est nous qui, spectateurs, vont projeter effectivement cette référence-là, et qui, encore une fois, c'est une référence qui est extrêmement diffusée, je dirais, dans notre culture. Moi, j'aurais pu citer, bon, on parlait des adaptations apocryphes un peu de Alice, il y a le Black Moon de Louis Malle, qui n'est pas un giallo du tout, mais qui correspond à ces adaptations modernes, modernistes de Alice. Don't ask us who we are or where we come from. We are without beginning or end. And our purpose, our only purpose, is death. You will do as you're told, though nothing will make sense. Some of you will seek an answer in what follows, and some of you will find it. But for the others, there will be darkness, damnation, and a meaningless death. Et on termine cet épisode avec Seizure, la Reine du Mal, un film réalisé par Oliver Stone et sorti en salle en 1974. C'est un film qui a beaucoup attisé ma curiosité ces dernières années. Je l'ai découvert relativement tard dans mon parcours de cinéphile. J'ai l'impression qu'il est revenu sur le devant de la scène grâce au Blu-ray édité chez Extra Lucide Film. Extra Lucide, décidément, ils nous lâchent pas. Ils continuent de hanter ce podcast après leur passage à l'automne dernier. On les salue, Karine et Patrice. Donc je suis très content que tu me l'aies fait découvrir à l'occasion de Bizarroïde, parce que c'est un film vraiment très intéressant et très particulier. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de Seizure? Alors, en fait, le film raconte l'histoire d'un écrivain qui est spécialisé dans les récits d'épouvante et qui vit dans une maison de campagne. C'est le seul endroit qu'on verra dans le film. D'ailleurs, on ne voit que sa maison. Alors, le film est tourné au Canada. Et donc, dans cette maison qui est dans un cadre automnal, bucolique et paradisiaque, c'est encore un personnage qui est hanté par des cauchemars, encore un personnage qui cauchemarde. Et il invite des amis pour faire la fête avec lui pendant la durée d'un week-end. Sauf que ces cauchemars deviennent de plus en plus prégnants. Je précise aussi que c'est un personnage qui est marié, donc il a une femme et un enfant. Et les personnages de ces cauchemars, ils rêvent d'un bourreau noir, un nain maléfique et une reine du mal, donc une sorte de prêtresse de la mort et de la destruction, qui lui rappelle la déesse Kali, la déesse de la mort hindoue. Et donc ces personnages vont sortir de son rêve pour s'inviter dans sa maison de campagne et séquestrer et torturer les pauvres invités qui sont là. Le film est de 74, donc il sort 2 ans après La Dernière Maison sur la Gauche, et il s'inscrit complètement dans ces films chocs qu'on sortait beaucoup aux États-Unis à l'époque et qui étaient diffusés à l'époque à New York sur la 42e rue. C'était des films d'exploitation qui visaient à choquer le public par tous les moyens et qui étaient souvent basés sur des trames de home invasion. Le home invasion à l'époque est très à la mode, puisque la Dernière Maison sur la Gauche va donner énormément de copies en Italie, aux États-Unis et ailleurs. C'est aussi toute une époque où on a beaucoup de films de rape and revenge, des films de viol et de vengeance. Donc on est dans un cinéma d'exploitation très racoleur qui va jouer sur des scènes de violence, de sadisme, de viol, de séquestration, avec toujours cette idée aussi que La Dernière Maison sur la Gauche en est l'exemple le plus flagrant, c'est qu'on a une idée aussi de contestation sociale par la bande, puisqu'on va montrer des maisons bourgeoises qui sont détruites par des voyous, et on a constamment cette idée de destruction, je dirais, de la société via la destruction de la cellule familiale. Oui, alors je me permets de t'interrompre. Avant que tu en dises davantage sur la façon dont le film détourne les codes du home invasion, je voudrais rappeler que c'est quand même le premier film de Oliver Stone, le premier long métrage réalisé par Oliver Stone, et je
m'attendais absolument pas à ce qu'on parle de Oliver Stone à un moment ou à un autre dans Bizarroïde. Je me suis jamais vraiment penché sur les films d'Oliver Stone, mais vraiment j'ai l'impression que celui-ci est très différent du reste de sa filmographie. Pareil, quand tu disais que tu t'attendais pas à en parler avec moi ce soir, je m'attendais pas à en parler non plus. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses que je déteste dans sa filmo, et le personnage, je dirais, me déplaît autant qu'il peut m'intéresser par certains de ses aspects. Je vais pas parler de sa filmo intégrale parce que c'est pas le sujet du jour. Il y a des choses que j'aime beaucoup, des choses que je déteste beaucoup. Mais là, c'est vraiment un film qui est totalement à part, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il fera par la suite. En fait, Oliver Stone, au départ, c'est un fils de la haute bourgeoisie franco-américaine. C'est quelqu'un qui a une culture très contestataire, qui très vite se met en rébellion contre l'ordre familial. Il s'engage en 65 au Vietnam. Il est professeur à l'âge de 19 ans. Il enseigne l'anglais et les maths à Saigon. Il revient ensuite au Vietnam en tant que soldat, où il va voir des atrocités, puisqu'il va être mobilisé dans les coins les plus craignos de la guerre du Vietnam. Il revient à la fin des années 60. Entre-temps, il a écrit un roman. Pendant toutes ces années de fac, il s'est gavé de mythologie grecque, de grands récits épiques, et il rêve de devenir une sorte d'Ernest Hemingway. Et puis, face au refus des éditeurs, il détruit son propre manuscrit, il envisage le suicide, et il part au Vietnam pour se suicider, clairement. Il a vraiment cette idée d'en finir avec la vie. Il revient, mais il est accro à la drogue, il prend des acides, etc. Il mène une vie de hippie. Il finit en prison au Mexique. C'est son papa qui vient le chercher pour le sortir de tôle. Enfin bon, il a une vie assez à la fois d'aventurier, mais qui reste malgré tout aussi quand même un fils de bourgeois. Il a une sorte d'ambivalence chez lui, c'est que c'est quand même quelqu'un qui reste quand même malgré tout un fils à papa, qui se rêve en grande figure viriliste d'aventurier baroudeur. Et donc il prend beaucoup de drogue et il commence à travailler avec Lloyd Kaufman de la Troma, puisqu'il envisage de devenir scénariste pour le cinéma. Il parle déjà du Vietnam dans ses scénarios. Il a écrit un scénario qui s'appelle Break, qui veut faire interpréter par Jim Morrison. Et Jim Morrison va mourir, selon la légende, après avoir lu le scénario d'Oliver Stone. Et donc il écrit pareil des récits autobiographiques. Il veut mettre en scène un film où c'est pareil, c'est les traumatismes d'un vétéran du Vietnam, une sorte de proto-taxi driver quelque part. Les films ne trouvent pas de financement, donc Oliver Stone écrit, il rame. Et en fait, Caesar va être son 5e scénario. Il en a déjà écrit 4 auparavant, dont aucun n'a été financé. Et comme à l'époque il prend beaucoup d'acide, un jour il fait un cauchemar épouvantable où il voit les 3 personnages de Caesar, ce géant, cette déesse de la mort et ce nain. Et comme il est tellement bourré d'acide, il s'aperçoit que le cauchemar au réveil ne s'arrête pas. Pour un type qui prend du LSD tous les jours, forcément, le rêve et la réalité, on fait plus trop la différence. Et le cauchemar, en fait, envahit le réel. Et donc, il décide de partir sur ce terrain-là. Il co-scénarise le film avec Edward Mann, qui vient du cinéma d'horreur, je dirais, plus classique. Alors, le choix du cinéma d'horreur n'est pas simplement un choix commercial. C'est-à-dire qu'en fait, Stone, à l'époque, est vraiment fan d'horreur. Il suit les cours de cinéma. Et c'est surtout aussi un gros fan de Louis Buñuel, notamment du Charme discret de la bourgeoisie, de L'Ange exterminateur. Et c'est 2 films qui vont avoir une énorme influence sur Caesar. Comme il comprend que son passif de Vietnam vet n'est pas encore bankable, je dirais, il faudra attendre quelques années avant que les films sur le Vietnam deviennent une mode et qu'il ait son mot à dire dans ce genre-là. Il comprend qu'il doit s'exprimer dans un genre plus commercial, mais qui correspond à ses goûts. Je veux dire, c'est pas du tout un choix purement opportuniste, ça correspond vraiment à ses goûts. Et donc, il va faire le film d'horreur qu'il veut faire et qu'on attend de lui. Sauf que le film est produit avec un petit budget, il est tourné au Canada pour des raisons de fiscalité, je crois, quelque chose comme ça. Sauf qu'il va y avoir un tas d'embrouilles au niveau du financement du film, et le tournage va être un vrai cauchemar au point que Stone dira plus tard que même tourner Platoon, c'était plus facile parce que il prend de la drogue et les acteurs se rebellent contre lui. Il va y avoir des bastons à coups de couteau. Il y a un des techniciens par jalousie parce qu'il y a une affaire sexuelle avec Martin Beswick et il y a un des techniciens qui va poursuivre Oliver Stone avec une machette. Donc on est encore au Vietnam, quoi, parce que qu'est-ce qu'une machette vient faire au Québec, je sais pas, mais on sait pas trop. Donc en fait, alors on pourrait s'imaginer que dans un cadre domestique, le tournage était un peu plus calmos, mais en fait pas du tout. Ouais. Tout ça, c'est des anecdotes, qui peut une sorte d'aura de légende au film. Mais ce qui est sûr, c'est que le film du coup est réellement, on parlait de film onirique, etc. C'est un film d'horreur très particulier. Outre son tournage chaotique et son exploitation, alors, le film est sorti dans un quasi-anonymat, c'est-à-dire qu'il a été projeté à New York dans la 42e rue, dans des petits cinémas de films de série Z, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Ouais. Donc il va être pris dans cette sorte de vague, plus ou moins d'exploitation, de post-dernière maison sur la gauche. Il fera pas tellement parler de lui. Stone va rester quelques années sans tourner, il va revenir avec un autre film d'horreur, La main qui tue, quelques années plus tard. Mais c'est un film qui va traîner comme un boulet dans sa carrière. En France, on le verra très très tard. Il va être exploité en VHS sous le titre La Reine du Mal. Pareil, titre bidon, jaquette bidon. Et quand Stone va trouver le succès avec Salvador et surtout Platoon, on va le considérer comme un cinéaste politisé. Donc on va dire que sur les biographies, on explique qu'il a fait ça pour l'argent. Il a tourné 2 pauvres films d'horreur pétés qui ont rien à voir avec ce qu'il a fait après. Donc grosso modo, sa carrière, elle commence avec Salvador en fait. Oui, je pense qu'un peu avant ça, son travail de scénariste sur Conan le Barbare et Scarface, ça lui a permis déjà
être considéré comme une personnalité qui comptait à Hollywood, qui pouvait être attachée à des projets bankable. Mais ouais, on est en 82 pour Conan le Barbare, 83 pour Scarface. C'est une autre Ouais, on est époque, 10 ans plus tard presque, ouais. Et donc bon, ressortir du placard ce vieux film des 70s que tout le monde avait oublié, honnêtement. Ouais. C'est vrai que comme beaucoup de gens, moi je l'ai redécouvert avec la sortie de Extra Lucide pour redécouvrir un film pareil qui a été un vrai coup de cœur. Et c'est vrai que c'est un film que j'ai de suite raccroché de tous ces films fantastiques sur la figure de l'écrivain. Moi je cherchais pour la thématique de Bizarroïd, je cherchais un film sur l'écriture. Je pensais au Festin de nuit, bien sûr, de David Cronenberg, je pensais à Ligne de mort de Mario Azzopardi. On aurait pu en trouver d'autres, hein, mais c'est vrai que je voulais éviter de tomber dans le sempiternel film d'après Stephen King. Voilà, je voulais éviter ce genre de clichés. Mais comme je te disais au téléphone la dernière fois, il y en a pas tant que ça des films qui parlent bien de l'écriture. On peut parler de la condition de l'écrivain, de la figure publique de l'écrivain, le notable qui est devenu l'écrivain, mais quelque chose qui parle vraiment de la création, du rapport à la fiction, de l'imaginaire qui échappe à l'écrivain. Il n'y a pas tant de bons films que ça qui ont parlé de cette façon-là avec justesse, je trouve, de ce processus entre l'imaginaire et la réalité, comment il y a des porosités entre les deux. Voilà, il y a beaucoup de films dont le personnage principal est peut-être un écrivain, mais qui parlent aussi bien que Carl Sager de ce qui peut se passer dans la tête d'un écrivain, de questions métaphysiques autour de la réalité et de la fiction. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, et j'avoue que bien sûr, c'est un thème aussi qui m'interroge de par mon propre statut d'auteur. C'est-à-dire le fait que, comme tout romancier de base, je me suis forcément interrogé sur le rapport entre l'écriture et le réel. La manière dont ce que nous écrivons influence la réalité, vous provoque la réalité, pour le meilleur et pour le pire. Moi, je trouve que Caesar est un très bon film sur le sujet, sur la manière dont, je dirais, l'écrivain, qui est joué par Jonathan Fryde, qui est un acteur qu'on avait vu dans la série télé Dark Shadows, qui est un acteur assez particulier parce qu'il a un physique un peu tourmenté, donc il joue le personnage d'un écrivain de 47 ans, qui a une femme et un gosse, qui a un père de famille dans une maison, une jolie maison à la campagne, etc. Donc tout est parfaitement ordonné, joli en apparence, sauf qu'il est tourmenté par des démons intérieurs, et on s'aperçoit que ces démons intérieurs vont détruire toute sa famille. Et il y a quelque chose de très particulier, de très douloureux, lancinant, sur la manière dont, en fait, ce qui sort de son cerveau va contaminer le réel et va détruire tout ce qu'il aime et tout ce qu'il croit aimer, au point d'ailleurs que, c'est pas un spoil, parce que ça se déroule pas tout à fait à la fin, il y a un passage où il propose de sacrifier son propre fils pour que ces êtres maléfiques le laissent tranquille. C'est-à-dire qu'il y a littéralement presque une sorte de pacte faustien entre l'auteur et ses propres démons. Alors, c'est là où il y a quelque chose qui, pour le meilleur et pour le pire, montre la signature d'Oliver Stone. C'est son côté littéraire, c'est-à-dire le fait que Stone, c'est le pur produit, selon moi, de l'étudiant contre-culturel des facs des années 60. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est énormément nourri de Shakespeare, de mythologie grecque. C'est encore Joseph Campbell et compagnie, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment le pur produit de ces étudiants en littérature qui bouffaient beaucoup de théories sur le scénario, etc. et qui se nourrissaient, je dirais, de mythes grecs, gréco-romains, etc. Donc, il peut pas s'empêcher de balancer des références à la mythologie dans tous les sens. Donc, on va citer Kali, la déesse hindoue, il va parler des bourreaux du Moyen-Âge. On est vraiment dans cette espèce de culture américaine, très estudiantine, où on se nourrit, comme Jim Morrison d'ailleurs des Doors, qui citait le mythe d'Oedipe, etc. Donc, on est dans cette espèce de toute cette culture étudiante, comme ça, très littéraire, mais qui crée paradoxalement un film d'horreur extrêmement fort. C'est-à-dire qu'en fait, on a un pied dans un cinéma d'exploitation, et en même temps, il y a une vraie réflexion qui a été beaucoup critiquée. J'ai vu sur Internet qu'il y a beaucoup de fans qui trouvent que le film est un peu prétentieux. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait la force du film, c'est que précisément, il veut, à travers un film d'exploitation, donner vraiment son point de vue sur la création. Alors là aussi, c'est pareil, c'est assez étonnant, c'est qu'il y a des scènes de tension sexuelle, il y a des scènes de sadisme, etc. Et puis au milieu, on a les personnages qui s'arrêtent et qui parlent, comme s'ils étaient au coin du feu en train de parler littérature, et puis ils n'ont pas l'air inquiets du tout. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de côté, on a l'impression d'une sorte de discussion littéraire, alors qu'ils sont entourés par des fous dangereux qui leur imposent des épreuves inhumaines. C'est très étrange. Et ça crée un film très étrange, insaisissable, qui ressemble à aucun autre. C'est comme si on mélangeait, je dirais, une sorte de théâtre de l'absurde. Ouais. C'est un peu comme si on mélangeait un film de Wes Craven avec une pièce de Albert Camus. Mais d'ailleurs, c'est marrant, tu dis Wes Craven, on aurait pu attendre un film comme ça de la part de Wes Craven, qui est prof aussi, prof de lettres à l'origine, et qui est aussi quelqu'un qui est d'un milieu très intellectuel, en fait, qui réfléchit beaucoup sur les genres. On l'a vu, il a déconstruit le genre de l'horreur, du slasher plus tard avec Scream, et c'est aussi quelqu'un dont on reproche parfois le côté un peu théorique, tu vois, dans son cinéma. Et c'est un truc qu'on aurait pu attendre plutôt de la part de Wes Craven, finalement, comme tu dis, théâtre de l'absurde, et un théâtre de l'absurde qui d'un coup dérive sur un cauchemar horrifique. Très 70s, quoi. Très 70s, à la fois très abstrait, d'une certaine façon, parce que ça fait appel à des peurs qui sont matérielles, d'un côté, c'est-à-dire que cet écrivain, il a peur que ces trois personnages maléfiques détruisent son monde, matériellement parlant, son confort bourgeois, on peut dire, mais ça fait aussi appel à des peurs existentielles, pas directement matérielles, des questions
autour de la vie intellectuelle de cet écrivain, de ses ambitions, de ses idées, de ses émotions, et de tout le parcours de sa vie, de tout ce qu'il a construit, de comment il s'est construit grâce à sa littérature, grâce à son travail intellectuel. Et ce qui est intéressant, ce qui est surprenant, c'est que ces peurs, elles vont être concrétisées par ce trio de personnages qui, dans sa représentation, dans les représentations du nain, du géant et de la reine du mal, qui sont des représentations très kitsch, volontairement kitsch à mon avis de la part de Oliver Stone, parce qu'à ce moment-là de sa vie, cet écrivain s'intéresse au conte, il est en train d'écrire un conte, et que les figures du conte, comme celles qui surgissent dans sa vie, et là on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Alice, elles doivent être très archétypales, presque caricaturales, faut qu'elles soient à la fois précises dans la représentation et d'une certaine façon universelles. Alors du coup, l'horreur qui est matérialisée par ces trois personnages kitsch, presque caricaturaux, ça te donne l'impression vraiment que tu vas entrer dans un film d'exploitation à petit budget. Bon, c'est le cas, hein. J'ai vu il y a 250 000 dollars canadiens de l'époque. Je pense que ça devait pas représenter grand chose en termes de moyens budgétaires. Donc si tu vois des images du film hors contexte, on va dire, tu peux avoir l'impression que t'es dans un film d'exploitation un petit peu facile, avec une horreur qui est très matérielle, qui joue sur des peurs très basiques, très instinctives, on va dire, alors qu'au final, comme tu l'as dit, on joue sur des peurs qui sont davantage intellectuelles et existentielles. Et tu vois, on aurait pu avoir dans la représentation de ces personnages quelque chose de beaucoup plus intello, d'encore plus abstrait d'une certaine façon. T'as parlé de théâtre, et dans les conventions de théâtre contemporain, on aurait pu avoir par exemple un personnage entièrement habillé de blanc, au corps entièrement peint, je sais pas, la reine du mal. Tu veux venir une actrice nue avec des cheveux longs détachés, une peau pâle, enfin je vois, oui, on voit tout à fait le truc. Tu vois, on pourrait presque aller dans une forme d'abstraction. Non, là carrément, c'est carrément un acteur de petite taille, hein. C'est Hervé Villechaize, qui est un acteur français d'ailleurs, je crois qu'il est du sud de la France, on le connaît pour la série L'île fantastique. Là en 74, je sais pas s'il a déjà tourné ou il va tourner dans un James Bond, dans L'homme au pistolet d'or. Et on a Martin Bestwick qui est habillé d'une robe qu'on croirait sortie des placards de la Hammer, voilà, entre un truc gothique, historique et la tenue de maîtresse sadomaso. Donc tu peux te dire que le film il a été fait avec les moyens du bord, hein, que ce côté kitsch ça vient du budget limité, mais finalement je trouve que ça résiste bien au temps et tu comprends leur symbolique à ces personnages et tu ressens l'angoisse de la situation et l'horreur du film, tu la ressens encore 50 ans après sa sortie. Pour un spectateur comme moi qui ait découvert le film là en 2026, je trouve que l'univers littéraire qui influe sur la réalité, ça fonctionne aussi bien que, t'as cité Le Festin nu de David Cronenberg. Le Festin nu, c'est un film que David Cronenberg réalise dans une période où il est déjà, tu vois, consacré par la critique, il est sélectionné dans les grands festivals. Je me demande même si Le Festin nu n'était pas sélectionné à Cannes, tu vois. Là, Oliver Stone, il est pas dans la même période de sa carrière et il a pas les mêmes moyens à disposition. Bon, et je trouve que ça fonctionne aussi bien la représentation angoissante des tourments intérieurs du personnage de Jonathan Frid dans Seizure que les délires de Burroughs. Oui, William Burroughs, oui. Tu vois. Et pourtant, William Lee. William Lee, ouais, c'est le nom du personnage, l'équivalent de Burroughs dans Le Festin nu. Et pourtant, il y a une direction artistique beaucoup plus étoffée dans Le Festin nu, avec des maquillages, avec des props assez spectaculaires. Donc oui, c'est vraiment un trésor caché du cinéma d'exploitation, La Reine du Mal. Si tu commences le film en croyant que ça va être un simple home invasion. D'ailleurs, moi, je savais pas que ça allait avoir la forme d'un home invasion, qu'il allait avoir autant de personnages autour de l'écrivain et cette unité de lieu et de temps. Je pensais que ça allait ressembler davantage à des films comme, tu sais, La part des ténèbres, l'adaptation de Stephen King par Romero. Tu sais, des films où t'as un écrivain qui est en proie à ses démons, mais qui est seul. Tu vois, il a des visions que les autres ne voient pas. Il commence à se détacher de la réalité, mais il est seul dans son délire, on va dire. Et le récit se déroule sur plusieurs jours, plusieurs mois, dans sa descente aux enfers, on va dire. Là, voilà, il y a plein de personnages autour de l'écrivain qui perçoivent les événements de la même façon que lui les perçoit. Il voit aussi les apparitions de cette espèce de trio infernal. Donc je savais pas du tout que le film avait cette forme-là. Je l'ai découvert en le regardant pour le podcast et c'est vraiment très étonnant. Oui, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un film qui, pour moi, compte beaucoup parce qu'effectivement, pour moi, il fait partie de ces très bons films. Bon, je citais Le Festin nu, etc. Des films qui, pour moi, comptent beaucoup parce qu'ils saisissent réellement. Et je pense que Stone est très sérieux quand il fait un film sur l'écriture. Et c'est quand même un romancier qui a détruit son propre manuscrit quand même et qui a voulu se tuer après. Hein. Il prend l'écriture très très au sérieux. Il est pas là pour déconner. Et c'est vrai que quand il devient scénariste, je pense qu'il est tout aussi investi. On peut dire ce qu'on veut sur Stone, on peut lui trouver tous les défauts du monde, mais il a une sincérité dans ce propos qui rend le film très sérieux et très poignant. Moi, je trouve qu'il y a des scènes très poignantes. Il y a une réflexion sur la vieillesse qui est assez étonnante venant de la part d'un cinéaste aussi jeune, qui se projette déjà dans des figures paternelles très sombres comme ça, très shakespeariennes. C'est un film avec un très petit budget, mais une immense ambition. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que le traitement de certains personnages est vraiment très touchant. Là encore,
d'accord, c'est pas un simple film d'exploitation où tu pourrais avoir des personnages qui sont très caricaturaux et volontairement agaçants pour que tu apprécies le jeu de massacre. Là, on en revient à la notion de jeu de massacre dont je parlais pour l'œil du labyrinthe. Si le principe, c'est que le récit doit être construit de manière très métronomique, on va dire, pour que tous les quarts d'heure, il y ait un personnage qui soit torturé et exécuté, tu vas pas traiter les personnages de la même façon. Là, il y a un personnage qui est un personnage de millionnaire assez insupportable, Charles, je crois qu'il s'appelle. Voilà, lui, c'est un personnage assez antipathique, bruyant, mégalomane, capricieux. Mais d'un autre côté, t'as le personnage du vieil ami de l'écrivain, qui est un personnage très touchant au moment où il doit tirer sa révérence, on va dire. Et puis, l'épouse de l'écrivain, Nicole, je crois qu'elle s'appelle. Là aussi, il y a quelque chose d'assez émouvant sur ce personnage, parce que tu vas déplacer, je dirais, ton empathie, tu vas la déplacer de l'écrivain vers sa femme, parce que tu te rends compte aussi que cet écrivain, finalement, c'est vrai que c'est un personnage qui te paraît de moins en moins humain à mesure que le récit avance, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il se détache de l'humanité parce qu'il a d'autres considérations sur la vie, sur la création, sur l'existence. Il se comporte presque comme un démiurge, jusqu'à l'acte vraiment sacrilège, choquant dont tu as parlé plus tôt avec le sacrifice potentiel de son fils. Donc c'est davantage sur sa femme Nicole que va se porter ton empathie. Donc là aussi c'est étonnant pour un film qui a d'abord l'apparence d'un film d'exploitation, où se dégage un nuancier d'émotions pendant que tu regardes le film, qui est très étonnant, qui va effectivement de l'effroi vers la tristesse, en passant par, c'est vrai, des moments de tendresse. Chaser, pour moi, c'est un trésor caché, effectivement, pour reprendre ton expression. C'est un film qui est pour moi totalement à part et que j'aime profondément. Ouais. Voilà, je voudrais terminer en précisant qu'on a beaucoup parlé de thématiques autour de la création, autour de l'art, des considérations que peuvent avoir des écrivains ou des artistes plus généralement. Je voudrais quand même préciser que même si on est un peu hermétique à ce genre de problématiques, si vous avez peur que ce soit ennuyeux, que ce soit prétentieux, comme tu l'as dit, certains avis sur internet parlent d'un film un peu prétentieux, nombriliste, peut-être autosatisfait d'une certaine façon, tu vois. Moi je dirais que ce qui est intéressant dans le film, c'est que ça parle plus largement de questions existentielles qui peuvent parler aussi à des gens qui ne sont pas forcément artistes, qui sont pas forcément à l'heure où on parle plongés dans l'écriture d'un roman, d'un conte ou quelconque œuvre littéraire. Non, ça parle aussi, voilà, de grandes questions existentielles sur qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, comment j'ai construit ma vie, à quoi je suis le plus attaché dans ma vie, est-ce que tout ce que j'ai créé autour de moi, j'y tiens sincèrement, est-ce que mes émotions sont sincères, est-ce que j'ai vraiment fait les choix que je voulais, est-ce que j'ai vraiment la maîtrise de tout ce que j'ai construit, est-ce que peut-être tout pourrait disparaître en un claquement de doigts. Voilà, il y a même des questions, je dirais, sur des pulsions destructrices, des tentations autodestructrices, et ça je pense que ça peut parler à plein d'auditeurs et d'auditrices, et pas forcément à des écrivains, à des gens qui ont un esprit littéraire. C'est très vrai. Nicole is dead. I have no promises to keep with the dead. I believe in myself, Edmund, and therefore I have faith in him. What does God care? Serge was an old man about to die. He has an illusion to pave his way to ashes and dust. I could start again. After all, it was all a dream, my life, always. Books, ideas, illusions. Even the people around me, Nicole, my friends, Jason. My love for them was only an author's love for his own creation. But he can create others, more and more. An artist is without end. He can never die. He is not allowed to die.